Sous une pluie battante, un cri déchira la nuit parisienne. « Sors d'ici, pécheur !» hurla le pasteur, sa voix tonnant comme un jugement divin depuis le parvis de l'église Saint-Séverin. Étienne, 16 ans, trempé jusqu'aux os, tomba à genoux sur les pavés glissants, le cœur brisé, ses larmes se mêlant à l'eau froide qui ruisselait sur son visage. Il n'avait fait qu'avouer. Une vérité simple, fragile, murmurée dans la pénombre du confessionnal. Il aimait un garçon. Mais pour le pasteur Michel, cet aveu était une abomination. Étienne, chassé comme un paria, sentit le poids du rejet s'abattre sur lui, plus lourd que la pluie qui le transperçait. Il n'avait nulle part où aller. Sa famille, fervente fidèle de l'Église, l'avait déjà renié lorsqu'il avait tenté de leur parler. Alors qu'il restait là, prostré, une silhouette émergea de l'ombre. « Et tu vas attraper la mort comme ça. » Une voix douce, mais ferme, perça le bruit de la pluie. C'était Claire, une étudiante de 18 ans qui passait souvent devant l'église pour rentrer chez elle. Ses yeux bruns brillaient d'une compassion instinctive. Sans attendre de réponse, elle s'approcha, tendit son parapluie au-dessus d'Étienne et lui prit le bras. « Viens, on va trouver un endroit au sec. » Étienne, engourdi par le froid et le choc, la suivit sans un mot. Ils s'installèrent dans un petit café de la rue de la Harpe, un lieu chaleureux où les lumières tamisées contrastaient avec la tempête extérieure. Claire commanda 2 chocolats chauds, glissant une tasse fumante devant Étienne. « Raconte-moi, » dit-elle simplement, son regard invitant à la confidence. Hésitant, Étienne commença à parler. Il raconta son amour secret pour Julien, un camarade de lycée, un garçon rieur aux yeux verts qui faisait battre son cœur. Il raconta les regards désapprobateurs de ses parents, les sermons enflammés du pasteur Michel, et cette nuit où il avait cru trouver refuge dans l'église, seulement pour être jeté dehors comme un intrus. Claire écoutait, sans juger, ses doigts serrant doucement la tasse comme pour absorber la douleur d'Étienne. « Tu n'es pas seul, » dit-elle enfin. « Je ne te connais pas encore, mais je sais ce que c'est de se sentir rejeté. Ma famille, disons qu'ils n'aiment pas que je sois trop indépendante. » Elle esquissa un sourire triste, mais ses mots étaient empreints d'une force tranquille. « On va s'en sortir, toi et moi. » Ce soir-là, une amitié naquit sous les néons du café. Claire emmena Étienne chez elle, un petit appartement dans le Marais, où elle vivait seule depuis qu'elle avait quitté sa famille conservatrice de Normandie. Elle lui offrit un lit de fortune sur son canapé, des vêtements secs, et surtout, une écoute qu'il n'avait jamais connue. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Étienne, encore fragile, oscillait entre la honte et la colère. Il ne comprenait pas pourquoi son amour, si pur à ses yeux, était vu comme un crime. Claire, avec sa patience et son humour, l'aidait à tenir bon. Elle l'emmena à des réunions d'un groupe de soutien pour jeunes LGBT à Paris, un espace où Étienne découvrit qu'il n'était pas le seul à porter ce genre de blessure. Mais le rejet du pasteur Michel hantait toujours Étienne. L'église Saint-Séverin, où il avait grandi, où il avait chanté dans la chorale, était devenue un symbole de trahison. Chaque fois qu'il passait devant ses vitraux colorés, il sentait une douleur sourde dans la poitrine. Pourtant, quelque part au fond de lui, une étincelle refusait de s'éteindre. Il se jura qu'un jour, il prouverait à tous, au pasteur, à sa famille, à lui-même, qu'il valait plus que leur mépris. Un soir, alors qu'il partageait une pizza dans l'appartement de Claire, Étienne murmura « Je veux faire quelque chose de grand. Quelque chose qui les forcera à me voir. » Claire, un sourcil levé, répondit « Alors fais-le. Mais fais-le pour toi, pas pour eux. » Ce moment marqua le début d'un voyage. Étienne, avec l'aide de Claire, commença à reconstruire sa vie. Il s'inscrivit dans un lycée qui accueillait des élèves en rupture familiale, trouva un petit boulot dans une librairie du quartier latin, et peu à peu, retrouva un semblant de stabilité. Mais l'idée de l'église, de ce lieu qu'il avait rejeté, ne le quittait pas. Il ignorait encore comment, mais il savait qu'un jour, il y retournerait non pas pour demander pardon, mais pour réclamer sa place. Les années passèrent, et Étienne grandit dans l'ombre de son passé. À 20 ans, il était devenu un jeune homme déterminé, étudiant en architecture à l'école des Beaux-Arts de Paris. Ses dessins, précis mais empreints d'une sensibilité rare, capturaient l'âme des bâtiments anciens. Il voyait dans chaque pierre une histoire, chaque fissure une blessure à réparer. Claire, devenue journaliste indépendante, restait sa confidente, son roc. Ensemble, ils avaient traversé des tempêtes, des ruptures amoureuses, des doutes, des moments de solitude, mais leur lien n'avait jamais faibli. Un jour, alors qu'Étienne feuilletait un vieux carnet de croquis, il tomba sur un dessin qu'il avait fait à 17 ans, l'église Saint-Séverin, esquissée sous la pluie, ses flèches gothiques défiant le ciel. Une vague de souvenirs l'envahit. Il se revit, adolescent, chassé sous l'orage, humilié. Mais au lieu de la colère, il ressentit autre chose,
une envie de transformer cette douleur en quelque chose de beau. « Tu penses toujours à cette église, hein » demanda Claire, qui l'observait depuis le canapé. Étienne hocha la tête, le regard perdu. « Je veux en faire quelque chose de différent. Un lieu où personne ne serait rejeté. » Claire sourit, un éclat malicieux dans les yeux. « Alors, fais-le. Tu es architecte, non ?» L'idée germa lentement. Étienne commença à faire des recherches sur Saint-Séverin. Il découvrit que l'église, bien que magnifique, souffrait de problèmes structurels. Des vitraux abîmés, un toit qui fuyait, une communauté déclinante. Le pasteur Michel, toujours en poste, prêchait encore ses sermons rigoristes, mais l'église perdait de son éclat, tant physiquement que spirituellement. Étienne décida de proposer un projet audacieux, restaurer Saint-Séverin, mais en y insufflant une nouvelle âme. Il imagina un espace qui serait à la fois un lieu de culte, un refuge pour les exclus, et un centre culturel où l'art et la diversité seraient célébrés. Il passa des nuits à dessiner, à calculer, à rêver. Ses esquisses montraient des vitraux modernes aux couleurs vibrantes, des espaces ouverts pour des ateliers communautaires, et même un jardin intérieur, symbole de renouveau. Mais convaincre la paroisse ne serait pas facile. Étienne savait que le pasteur Michel serait son plus grand obstacle. Il décida de commencer par de petits pas. Avec l'aide de Claire, il contacta des associations locales, des artistes, et même des membres de la communauté LGBT qui partageaient sa vision. Ensemble, ils montèrent un dossier pour présenter leur projet à la mairie de Paris, qui gérait en partie le financement des restaurations de monuments historiques. Le jour de la présentation, Étienne se tenait dans une salle de réunion austère, face à des officiels sceptiques. Il parla avec passion, sa voix tremblante mais assurée, décrivant son rêve d'une église inclusive, un lieu où personne ne serait jugé. À sa grande surprise, plusieurs membres du conseil furent touchés par son histoire personnelle, qu'il partagea avec une honnêteté désarmante. La mairie accepta de financer une partie du projet, à condition que la paroisse donne son accord. Le moment de vérité arriva. Étienne devait affronter le pasteur Michel. Il prit rendez-vous à l'église, le cœur battant. En entrant dans la nef, il fut frappé par l'odeur familière de l'encens et le silence solennel. Michel, plus vieux mais toujours imposant, le reçut froidement. « Que veux-tu, Étienne » demanda-t-il, son regard dur. « Je veux sauver cette église » répondit Étienne, posant ses plans sur la table. « Pas pour vous, mais pour ceux qui viendront après moi. Pour qu'aucun enfant ne soit jamais jeté dehors comme je l'ai été. » Michel resta silencieux, ses lèvres pincées. Étienne sentit une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, pourrait-il fissurer ce mur de préjugés. La confrontation avec le pasteur Michel marqua un tournant. Bien que Michel ne donnât pas son accord immédiatement, il ne rejeta pas le projet d'Étienne. « Je vais y réfléchir » marmonna-t-il, avant de tourner les talons. Étienne quitta l'église avec un mélange d'espoir et de frustration, mais il était déterminé à ne pas abandonner. De retour dans son petit appartement, il se plongea dans son travail. Il organisa des réunions avec des artisans, des vitraillistes et des bénévoles, tous séduits par sa vision. Claire, fidèle à son rôle de catalyseur, utilisa ses contacts dans la presse pour parler du projet. Un article dans Le Monde titré « Un jeune architecte veut transformer une église parisienne en refuge pour tous » attira l'attention. Des dons commencèrent à affluer, venant de particuliers touchés par l'histoire d'Étienne. Mais tout n'était pas rose. Certains membres de la paroisse, fidèles à Michel, voyaient le projet comme une profanation. Des lettres anonymes arrivaient chez Étienne, l'accusant de vouloir détruire la sainteté de Saint-Séverin. Une nuit, quelqu'un tagua des insultes homophobes sur la porte de son appartement. Claire, furieuse, insista pour qu'il porte plainte, mais Étienne refusa. « Ils veulent me faire taire, » dit-il. « Mais je ne leur donnerai pas ce plaisir. » Au milieu de ces tensions, Étienne retrouva Julien, son amour de jeunesse. Par un hasard incroyable, ils se croisèrent lors d'un vernissage dans une galerie du Marais. Julien, désormais âgé de 21 ans, avait toujours ce sourire qui faisait chavirer Étienne. Ils passèrent la soirée à parler, à rire, à se souvenir. Julien avait lui aussi souffert du rejet de sa famille, mais il avait trouvé sa place dans le monde de l'art. « Tu fais quelque chose d'incroyable avec cette église, » dit Julien, admiratif. « J'aimerais t'aider. » Étienne, ému, accepta. Julien rejoignit l'équipe en tant que consultant artistique, proposant des idées pour les vitraux et les installations. Leur collaboration raviva des sentiments enfouis, et bientôt, leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond. Mais l'ombre du pasteur Michel planait toujours. Lors d'une réunion communautaire, il déclara publiquement que le projet d'Étienne allait à l'encontre des valeurs chrétiennes. La salle explosa en débat houleux. Certains paroissiens soutenaient Michel,
mais d'autres, plus jeunes, prenaient la défense d'Étienne. Une femme d'une cinquantaine d'années, Marianne, se leva et raconta comment son propre fils, Gué, avait quitté l'église à cause de sermons comme ceux de Michel. Ce garçon, dit-elle en désignant Étienne, veut construire un pont, pas un mur. Laissez-le essayer. Touché par ce soutien inattendu, Étienne sentit une nouvelle force en lui. Il décida de redoubler d'efforts, organisant des ateliers ouverts à tous dans le jardin de l'église. Ces événements attirèrent des curieux, des artistes, des jeunes en quête d'un lieu où ils pourraient être eux-mêmes. Lentement, l'idée d'une église inclusive gagnait du terrain. Un soir, alors qu'Étienne et Julien travaillaient tard sur les plans, Julien posa sa main sur celle d'Étienne. « Tu sais, murmura-t-il, je t'ai toujours aimé. » Étienne, le cœur battant, répondit par un baiser. Sous la lumière douce de la lampe, ils scellèrent une promesse. Quoi qu'il arrive, ils affronteraient l'avenir ensemble. Le projet avançait, mais les obstacles aussi. Alors que les travaux de restauration commençaient, des échafaudages s'élevaient autour de Saint-Séverin et les premiers vitraux étaient retirés pour être réparés. Le pasteur Michel lança une contre-attaque. Il organisa une pétition pour bloquer le financement municipal, arguant que l'Église devait rester fidèle à ses traditions. La pétition recueillit des centaines de signatures et la mairie, sous pression, annonça une révision du projet. Étienne était dévasté. Il avait investi tout son cœur, son temps, son énergie dans ce rêve. Assis sur un banc face à la Seine, il confia ses doutes à Claire. Et si tout ça ne servait à rien? Si je ne faisais que rouvrir de vieilles blessures? Claire, fidèle à elle-même, le secoua. Tu ne fais pas ça pour eux, Étienne. Tu le fais pour tous ceux qui ont été rejetés, comme toi. Ne lâche pas maintenant. Inspiré par ces paroles, Étienne décida de contre-attaquer à sa manière. Il organisa une exposition publique dans une salle prêtée par la mairie, présentant ses plans et des maquettes de l'église rénovée. Julien, avec son talent artistique, créa une installation immersive. Des projections de vitraux multicolores qui racontaient des histoires de résilience, d'amour et d'acceptation. L'exposition attira des foules inattendues et les médias s'emparèrent de l'histoire. Un journaliste de Libération écrivit un article poignant, titré « L'église de l'espoir. Un jeune homme transforme la douleur en beauté ». L'article incluait une photo d'Étienne, debout devant une maquette, les yeux brillants de détermination. Cette médiatisation changea la donne. La mairie, sous la pression de l'opinion publique, confirma son soutien financier. Mais le pasteur Michel ne s'avoua pas vaincu. Lors d'une messe dominicale, il prononça un sermon virulent, comparant le projet d'Étienne à une invasion des valeurs modernes. Étienne, qui assistait à la messe incognito, sentit son estomac se nouer. Pourtant, il remarqua que plusieurs paroissiens quittaient la salle, mal à l'aise. L'un d'eux, un vieil homme nommé Pierre, l'approcha après la messe. « J'ai connu ton grand-père, dit-il. Il aurait été fier de toi. Continue. » Encouragé par ce soutien, Étienne plongea dans la phase suivante, la restauration physique de l'église. Il travaillait aux côtés des artisans, apprenant à manipuler le verre et la pierre, mettant la main à la pâte. Julien, toujours à ses côtés, apportait une touche de magie à chaque détail. Ensemble, ils conçurent un vitrail central, représentant un phénix renaissant de ses cendres, symbole de leur propre résurrection. Un soir, alors que la pluie tombait à nouveau sur Paris, Étienne et Julien se retrouvèrent seuls dans l'église à moitié rénovée. Les échafaudages grinçaient doucement, et la lumière des lampes de chantier projetait des ombres sur les murs. « Tu crois qu'on va y arriver » demanda Étienne, la voix tremblante. Julien, prenant son visage entre ses mains, répondit « On est déjà en train d'y arriver ». Ce moment de tendresse fut interrompu par un bruit sourd. En se retournant, ils découvrirent une pile de pierres vandalisées, marquées d'insultes. Le cœur lourd, Étienne comprit que la bataille était loin d'être terminée. Le vandalisme marqua un point bas. Étienne, habituellement résilie, sentit le doute s'insinuer. Les insultes gravées sur les pierres, pécheur, honte, faisaient écho aux mots du pasteur Michel, des années plus tôt. Mais Julien, Claire et les bénévoles refusèrent de le laisser sombrer. Ils nettoyèrent les dégâts ensemble, transformant l'incident en un symbole de leur unité. Claire, avec son flair journalistique, transforma la situation en opportunité. Elle invita des caméras de télévision à filmer les travaux, mettant en lumière la détermination de l'équipe. Les images d'Étienne, couvert de poussière mais souriant, en train de poser une pierre avec Julien, touchèrent des milliers de téléspectateurs. Une collecte de fonds en ligne, lancée par Claire, explosa, permettant d'accélérer les travaux. Le pasteur Michel, voyant l'élan populaire, tenta une dernière manœuvre. Il organisa une réunion publique pour sauver l'âme de Saint-Séverin.
Mais cette fois, la communauté se retourna contre lui. Des jeunes, des familles, même des anciens paroissiens prirent la parole, plaidant pour un changement. Marianne, la femme qui avait soutenu Étienne, déclara « Une église n'est pas un bâtiment. C'est un lieu d'amour. Laissez ce jeune homme nous montrer ce que cela signifie. » Sous la pression, Michel céda. Il accepta, à contre-cœur, de laisser les travaux se poursuivre, à condition qu'un comité supervise le projet. Étienne, bien que méfiant, vit cela comme une victoire. Les travaux reprirent de plus belle, et l'église commença à prendre une nouvelle forme. Les vitraux, éclatants de couleurs, racontaient des histoires d'inclusion. Le jardin intérieur, planté de rosiers et de lavandes, devint un espace où les gens venaient méditer ou discuter. Étienne, épuisé mais galvanisé, passait ses journées sur le chantier et ses nuits à rêver de l'inauguration. Julien, toujours à ses côtés, lui rappelait de prendre soin de lui. Leur relation, désormais officielle, était une source de force. Ils partageaient des moments simples, des dîners dans des brasseries, des promenades le long de la Seine, mais ces instants étaient empreints d'une intimité profonde, forgée par des années de lutte commune. Un jour, alors qu'il inspectait un vitrail, Étienne reçut une lettre inattendue. Elle venait de sa mère, qu'il n'avait pas vue depuis des années. « J'ai lu ton histoire dans le journal », écrivait-elle. « Je ne sais pas si tu pourras me pardonner, mais je veux te voir. » Étienne, partagé entre la douleur et l'espoir, décida de lui répondre, mais pas tout de suite. Il voulait d'abord achever son œuvre. À mesure que l'inauguration approchait, l'excitation montait. L'église, presque terminée, était méconnaissable, un lieu vibrant, accueillant, où les murs respiraient l'espoir. Mais une dernière épreuve attendait Étienne. Le comité, influencé par Michel, exigea qu'il renonce à certains éléments trop modernes du projet. Étienne devait choisir, plier ou se battre jusqu'au bout. Étienne choisit de se battre. Lors d'une réunion tendue avec le comité, il défendit chaque détail de son projet, des vitraux aux espaces communautaires. « Cette église n'est pas à vous », déclara-t-il, la voix ferme. « Elle appartient à tous ceux qui ont été rejetés, à tous ceux qui cherchent un refuge. Si vous voulez la garder figée dans le passé, vous la condamnerez à mourir. » Ces mots, portés par une conviction brûlante, firent mouche. Le comité, après des heures de débat, céda sur la plupart des points. Étienne, épuisé mais victorieux, retourna au chantier avec un regain d'énergie. Les derniers mois furent un sprint. Les artisans travaillaient sans relâche et la communauté s'impliquait de plus en plus. Des adolescents en rupture familiale venaient aider, trouvant dans ce projet un sens à leur propre douleur. Julien, toujours présent, conçut une fresque pour le mur principal de la nef. Un arbre aux branches multicolores, chaque feuille représentant une personne accueillie par l'Église. « C'est nous », dit-il à Étienne en dévoilant le dessin. « Tous ceux qui ont trouvé une maison ici. » Étienne, ému aux larmes, serra Julien dans ses bras. L'inauguration fut fixée à un dimanche de printemps. Paris s'éveillait sous un ciel clair, et Saint-Séverin brillait comme un bijou. Les vitraux scintillaient, projetant des arcs-en-ciel sur les pavés. Le jardin, en pleine floraison, embaumait l'air. Des centaines de personnes se rassemblèrent, des habitants du quartier, des membres d'associations, des journalistes, et même quelques anciens paroissiens, curieux de voir le résultat. Étienne, vêtu d'un simple costume bleu, monta sur une petite estrade. Son discours, préparé avec soin, était simple mais puissant. « Cette église, commença-t-il, m'a rejeté quand j'étais enfant. Mais aujourd'hui, elle renaît pour accueillir tout le monde, sans exception. Parce que l'amour, sous toutes ses formes, est sacré. » La foule applaudit, certains en larmes. Claire, au premier rang, lui fit un clin d'œil. Julien, à ses côtés, lui serra la main. Mais le moment le plus inattendu vint lorsque le pasteur Michel, silencieux jusqu'alors, s'approcha. « Je me suis trompé, » murmura-t-il, si bas qu'Étienne l'entendit à peine. « Tu as fait quelque chose de beau. » Ce n'était pas une rédemption complète, mais c'était un début. Étienne hocha la tête, incapable de répondre. La cérémonie se poursuivit avec de la musique, des chants et des témoignages de ceux qui avaient trouvé refuge dans le projet. Mais un dernier fil restait à nouer. Après l'inauguration, Étienne retrouva sa mère dans un café proche. Elle pleurait, s'excusant pour les années de silence. « J'avais peur », avoua-t-elle. « Mais en voyant ce que tu as accompli, je suis tellement fier. » Étienne, le cœur lourd mais ouvert, accepta de reprendre contact, un pas à la fois. Les mois qui suivirent l'inauguration furent une période d'ajustement. Saint-Séverin devint un lieu de vie, accueillant des concerts, des ateliers d'art, des groupes de soutien. Des jeunes en quête d'identité y trouvaient un refuge, des familles y redécouvraient la foi sous un nouveau jour.
Étienne, devenu une figure locale, recevait des lettres de gratitude de personnes qu'il n'avait jamais rencontrées. Mais le succès n'effaça pas les cicatrices. Étienne luttait parfois avec le poids de son passé, les souvenirs de cette nuit pluvieuse revenant dans ses cauchemars. Julien, toujours attentif, l'aidait à naviguer ces moments sombres. Ils emménagèrent ensemble dans un appartement lumineux près de l'église, un symbole de leur nouvelle vie. Claire, quant à elle, poursuivait sa carrière de journaliste, utilisant l'histoire de Saint-Séverin pour plaider en faveur de l'inclusion dans d'autres communautés. Elle écrivit un livre, L'Église des exclus, qui devint un succès modeste mais influe. Étienne, bien qu'embarrassé par la notoriété, accepta de donner des conférences sur son expérience, inspirant d'autres à transformer leur douleur en action. Le pasteur Michel, bien qu'encore présent, se fit plus discret. Il assista à quelques événements, observant en silence. Étienne ne chercha pas à le confronter à nouveau. Il savait que certains cœurs mettent du temps à changer, et il se concentrait sur ceux qu'il pouvait atteindre. Un jour, alors qu'il jardinait dans la cour de l'église, Étienne reçut la visite d'un adolescent, un garçon de 15 ans nommé Lucas. « Je crois que je suis gai », murmura-t-il, les yeux baissés. « Mes parents m'ont dit de ne plus revenir. » Étienne, le cœur serré, reconnut sa propre douleur dans les mots de Lucas. Il l'emmena à l'intérieur, lui offrit un thé, et lui parla du refuge qu'était devenu Saint-Séverin. « Tu as une maison ici, » dit Étienne. « Et tu n'es pas seul. » Lucas, les larmes aux yeux, esquissa un sourire. Ce moment rappela à Étienne pourquoi il s'était battu. Chaque personne accueillie était une victoire, un pas vers un monde plus juste. Julien, qui avait entendu la conversation, rejoignit Étienne après le départ de Lucas. « Tu changes des vies, » dit-il doucement. Étienne haussa les épaules, gêné. « C'est toi qui m'as appris à me relever, » répondit-il. Leur amour, forgé dans l'adversité, était devenu une force indestructible. Ils savaient que d'autres défis viendraient, mais ils étaient prêts. Ensemble, ils avaient transformé une église, mais surtout, ils avaient construit un foyer. Des années plus tard, Saint-Séverin était devenu une icône. Les guides touristiques la décrivaient comme l'église de l'inclusion, un lieu où l'histoire et la modernité se rencontraient pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité. Étienne, désormais dans la trentaine, continuait de superviser les activités de l'église, tout en enseignant l'architecture à l'école des beaux-arts. Julien, devenu un artiste reconnu, exposait ses œuvres dans des galeries à travers l'Europe, mais il revenait toujours à Paris, à l'église qui avait scellé leur destin. Leur relation, bien que marquée par les hauts et les bas de la vie, restait un pilier. Ils adoptèrent un chien, un labrador nommé Étoile, qui devint la mascotte de Saint-Séverin. Claire, désormais rédactrice en chef d'un magazine engagé, organisait des événements dans l'église, attirant des penseurs, des artistes et des activistes. Elle plaisantait souvent en disant qu'Étienne et elle avaient conquis Paris, un pavé à la fois. Le pasteur Michel prit sa retraite peu après l'inauguration. Il ne parla plus jamais à Étienne, mais ce dernier apprit par Marianne qu'il avait commencé à lire des ouvrages sur l'inclusion. Ce n'était pas une rédemption, mais un signe que même les cœurs les plus durs pouvaient s'adoucir. Un soir d'automne, alors que les feuilles tombaient sur le jardin de l'église, Étienne organisa une cérémonie spéciale pour célébrer les 10 ans de la rénovation. La nef était remplie de visages familiers. Lucas, désormais étudiant en psychologie, Marianne, Claire, et des dizaines d'autres qui avaient trouvé un refuge dans ces murs. Étienne monta sur l'estrade, un sourire timide aux lèvres. « Il y a 10 ans, j'étais un garçon perdu sous la pluie, » commença-t-il. « Je pensais que je ne valais rien. Mais vous tous, vous m'avez prouvé le contraire. Cette église n'est pas la mienne. Elle est la nôtre. » La foule applaudit, et Julien, depuis le premier rang, leva un verre en son honneur. Alors que la musique emplissait l'air, Étienne regarda les vitraux, où le phénix brillait sous la lumière de la lune. Il pensa à ce garçon de 16 ans, seul sous la pluie, et sourit. Ce garçon avait trouvé sa voie, son foyer, son amour. Et il avait refait une église, non pas avec des pierres, mais avec du courage, de l'espoir, et un amour indéfectible pour ceux qui, comme lui, avaient été rejetés.